Alberto Toscano, bonjour. Buongiorno. Buongiorno. Nous allons faire cet entretien en français parce que le livre que vous venez d'écrire et de publier est un livre en français. Vous l'avez écrit vous-même en français. Par parenthèse, est-ce qu'il est prévu une traduction italienne? Je ne sais pas, et je l'espère, sincèrement. Ça dépendra aussi de ce qu'on va dire et écrire au sujet de ce livre en France et peut-être en Italie, et dont je croise les doigts, et je l'espère vraiment. Ça ne sera pas un livre simple à traduire. Parce que, bon, fort heureusement, mais on verra ça après, fort heureusement, il y a un bon nombre de citations qui sont en français, mais qui sont plus facilement traduisibles en italien. Enfin, oui, il y en a certaines, en particulier sur les documents diplomatiques que j'ai étudiés, surtout sur une année hypersensible, c'est-à-dire l'année 24, et avec une minutie particulière à l'époque de l'affaire Matteotti. J'ai cité des parties de documents diplomatiques aussi en italien. Je l'ai mis en italien en note et traduit par moi-même, évidemment en français, dans le texte. Bien, alors donc ce livre qui vient de paraître, c'est un livre, le titre c'est Mussolini, un homme à nous. Et il y a un sous-titre, La France et la marche sur Rome. Alors l'originalité de ce livre, que j'ai beaucoup apprécié, c'est que justement c'est un livre qui s'intéresse à ce que la presse française, s'intéresse surtout à ce que la presse française disait de Mussolini et de l'Italie en cette période qui va du début, enfin des années immédiatement précédentes la Grande Guerre jusqu'à peu près jusqu'à l'assassinat de Matteotti et la prise de pouvoir définitive, n'est-ce pas, de Mussolini. Donc c'est un laps de temps assez court, mais qui est très dense comme événement. Il s'est passé énormément de choses, n'est-ce pas. Et la première chose qui s'est passée, c'est que à la veille de la Première Guerre mondiale, de la Grande Guerre, Mussolini, qui était socialiste et qui était donc par vocation, disons, par intérêt, par vocation théoriquement pacifiste, a œuvré, il a retourné sa veste, si je peux ainsi m'exprimer, et il est devenu un partisan de l'entrée en guerre de l'Italie. Voilà, il a amené sa chemise à la teinturerie, et elle était blanche à l'entrée et noire à la sortie. Oui. Je crois que mon problème, Paolo, on se connaît depuis une quarantaine d'années, mais mon problème, Paolo, est plus 45, je crois, a été de trouver un créneau pour écrire un livre qui ne soit pas l'un des 10 000 livres écrits sur Mussolini et sur la marche sur Rome. Et le créneau qu'un journaliste à la retraite choisit de passer son temps à faire des recherches historiques, et le créneau ne pouvait qu'être de chercher dans moi-même, dans mon expérience personnelle, et de ne pas essayer de copier le livre d'un universitaire, mais d'écrire le livre d'un journaliste. Oui. Et un journaliste sait faire pas énormément de choses, mais l'une de ces choses-là est lire les journaux. Et donc, je lis les journaux. Je rappelle que vous êtes un collectionneur oui. compulsif, c'est le de journaux. De journaux anciens français. Voilà. Et donc, j'ai utilisé des journaux qui ne sont pas sur le site de la Bibliothèque nationale gallica, mais que j'ai chez moi, à la fois dans mon appartement et dans ma cave,
et dont j'ai utilisé aussi ce type de journaux, dont une matière première à domicile. Et donc, pour répondre à la question, Mussolini qui change d'attitude politique, qui change d'attitude politique à un moment très particulier, moi j'étais séduit par certains personnages en écrivant ce livre. Angelica Balabanov est une femme extraordinaire. Oui. Extraordinaire. Mais enfin, une femme qui parle couramment et parfaitement 8 langues, plus 4 ou 5 qu'elle parle comme ça. Mais une femme qui a eu la pleine confiance de A. Benito Mussolini, de Lénine, 3. Ben Gurion. Évidemment, pas tous ensemble, et pas tous au même moment de sa vie. Une femme qui, dans ses mémoires, dit « J'ai vu ce clochard au fond d'une salle en Suisse d'un cercle de travailleurs italiens. » C'est quand il était exilé en Suisse. Si, pour fuir la prison, parce qu'il avait refusé de faire le service militaire. Donc, la raison pour laquelle il était exilé n'était pas spécialement politique ou noble. Mais, Balabanov a été pour moi, évidemment je la connaissais, mais avoir fait des recherches sur elle et avoir lu ce qu'elle a écrit, et plusieurs livres, plusieurs choses, et articles, et tout ça, m'a rendu, entre guillemets, amoureux de ce personnage. Et l'autre est Amilcare Cipriani, ce personnage qui passe de guerre d'indépendance italienne à l'anarchie. Mussolini s'appelle Benito Amilcare. Oui. Et son père a voulu, dans son prénom, choisir une référence à ce monsieur qui était bien vivant et bien jeune au moment de la naissance de Mussolini. Enfin, c'était vraiment qu'il a choisi de 2 personnages qui étaient chacun, dans son genre, des révolutionnaires. Des révolutionnaires. Benito Juárez au Mexique et Amilcare Cipriani. Et Andrea Costa, parce que c'est Benito Juárez, Amilcare Cipriani et Andrea Costa, c'est le député de gauche, symbole donc, il y a ça dans les chromosomes de Benito, et donc il amène cette culture de gauche radicale, comme on dit aujourd'hui, jusqu'à la Première Guerre mondiale et jusqu'à sa direction de l'Avanti, en tant que représentant de la mouvance de la gauche radicale à l'intérieur du Parti socialiste italien, et ensuite ce tournant. Alors, le tournant de l'automne 14 du pacifisme à l'interventionnisme est un tournant. Moi, je suis persuadé qu'il y avait plusieurs éléments qui sont un à côté de l'autre, et aucun de ces éléments était probablement décisif. Il y a sans doute l'élément de l'envie de carrière, et là, des influences, notamment françaises. Il y a l'argent aussi. Et il y a l'argent qui arrive à Mussolini grâce au gouvernement français d'Union sacrée et grâce aussi à des fonds secrets. Et donc, d'ailleurs, qui favorise cet argent? C'est Jules Guesde, c'est-à-dire un marxiste à l'intérieur du gouvernement d'Union nationale. Très influent d'ailleurs, ce personnage. Donc, c'est un autre révolutionnaire. Donc, le passage de Mussolini du pacifisme à l'interventionnisme a comme intermédiateur quelqu'un qui est un ministre français d'extrême gauche. Et c'est justement Guesde qui dit la phrase qui vous sert pour le titre de votre livre. En Italie, il y a Mussolini qui est un homme à nous. Exactement. Moi, quand j'ai vu Uno dei nostri. Quand j'ai vu cette phrase, j'ai dit... là, il a écrit mon livre. Il a écrit le titre. C'est une phrase ambiguë, parce que ça peut vouloir dire c'est un homme
à nous, un homme comme nous, parce qu'il a les mêmes idées, parce que nous partageons, etc. Et ça peut vouloir dire aussi... Que nous les contrôlons, parce que nous les manipulons, voilà. bien sûr. C'est une phrase très ambiguë et dont ça rend le titre doublement significatif. Et 3 fois significatif parce qu'à nous, à noi, évidemment, il y a une référence. Et c'est une relation particulière sur laquelle on a dit peu de choses. Moi, j'ai trouvé dans la 3e page de l'Humanité de 1915, fin 14 ou début 15, je devrais le vérifier, mais j'ai trouvé dans un article qui dit « Le camarade Benito Mussolini ». Et il le dit quand Mussolini a déjà été exclu du Parti socialiste italien. Il ne le dit pas avant, ça aurait été normal. Mais on l'appelle le camarade Mussolini quand Mussolini n'est plus membre officiellement du parti de la gauche italienne. Il y a d'ailleurs un autre marxiste, communiste celui-là, pas socialiste, qui finalement était assez, même très favorable à Mussolini, c'est Marcel Cachin, qui est devenu pendant de longues années secrétaire général du Parti communiste français. Et directeur de l'Humanité pendant une quarantaine d'années. On dit que Marcel Cachin était le personnage qui physiquement amenait les mallettes de banconotes à Mussolini de Paris à Milan. Donc évidemment, dans la conversion interventionniste de Mussolini, il y a aussi l'élément moral, entre guillemets, de la passion pour le risorgimento. Mussolini est en prison au moment de la guerre de Libye parce qu'il la considère comme une guerre impérialiste et capitaliste. Et il est avec Pietro Nenni dans la même cellule en prison. Mais au moment de l'engagement pour l'interventionnisme, Mussolini et Nenni s'engagent ensemble. Chacun de son côté, mais ils sont parallèlement engagés. Et Mussolini et Nenni Nenni est républicain, Mussolini est socialiste et ensuite socialiste exclu du parti. Mais ils font ce parcours de façon parallèle, au point qu'en 1918, il y a un article del Popolo d'Italia, dont le quotidien que Mussolini met en place à l'automne 1914, probablement grâce à l'argent des services secrets français et du gouvernement français, et de Jules Guesde et de Marcel Cachin. Et il y a cet article où il dit je suis triste parce que le camarade Pietro Nenni se bat à ce moment au front et moi je suis ici dans la rédaction du Popolo d'Italie. Je voudrais être à ses côtés. Et d'ailleurs, parenthèse, ça je ne l'ai pas écrit dans le livre parce que ça aurait été hors sujet, mais l'histoire de la relation entre Nenni et Mussolini est une histoire extraordinaire parce qu'au moment où Nenni est en France, il est capturé par la Gestapo en 1944 et il est destiné à l'Allemagne et à être interné et peut-être à perdre la vie dans un lager. Et il est par contre, à la dernière minute, envoyé en Italie. Et son train a mis dans un train pour le Brennero et il est mis al confino, mais il sauve sa vie. Et cette intervention presque miraculeuse n'est pas fort probablement due au hasard, elle est due à l'intervention personnelle de Mussolini. Donc, la relation entre les deux une relation, l'année, excusez-moi, n'est pas le 44 et le 42.
ou de l'arrestation de Nenni, qui était en France, réfugié en France. Il y a cette relation entre les deux. Mussolini propose, après la marche sur Rome, à Nenni d'entrer au gouvernement. Oui. Nenni n'accepte pas. Tandis qu'au gouvernement avec Mussolini, il y a par exemple Gronchi, avec un poste de sous-secrétaire, et Gronchi sera président de la République italienne dans les années 50. Donc, Nenni refusera, malgré son amitié avec Mussolini, refusera d'entrer dans ce gouvernement. Et alors, donc, il y a, nous avons vu les personnages politiques français, quelques-uns qui sont, je ne dirais pas admiratifs, mais enfin qui sont très complaisants avec Mussolini. Mais à ce moment-là, Mussolini est encore, même s'il est interventionniste, il se considère encore comme socialiste. Donc il y a un lien, disons, politique comme ça, bien que assez ténu, mais enfin. Il y a aussi, donc, les hommes politiques, et il y a aussi la presse. Alors, la presse, en lisant votre livre, je me rends compte que Mussolini était très très souvent à la une des journaux français. Et la presse avait elle-même une certaine complaisance à son égard. Exactement, exactement. Là c'est, je crois, la chose que j'ai voulu approfondir le plus, l'attitude de la presse. Et j'ai été sincèrement surpris en lisant des livres français et italiens où on disait la presse française à l'époque parlait très peu de l'Italie et quand elle le faisait de façon extrêmement rare en première page. C'est pas vrai. La presse française parlait de l'Italie. On est dans les années, et parlait même beaucoup, dans la période de l'entrée de l'Italie en guerre, en 1915, c'est l'amour absolu, les sœurs latines, mais ça, évidemment, tout le monde le sait. Mais même après, même après la victoire en 1918, et même pendant la période très sensible et très difficile de la conférence de Paris pour la paix, quand l'Italie a cette attitude absurde, parce que ses délégués quittent la conférence de paix pour avoir plus à la table de négociation, et en quittant la conférence de paix, il se met dans une situation absolument faible vis-à-vis des États-Unis, du président Wilson, qui a changé l'attitude de l'Alliance des vainqueurs par rapport au traité, aux accords de Londres de l'avril 1915, auxquels les États-Unis n'avaient pas participé. Les accords de Londres sont signés par la Russie, par la France et par la Grande-Bretagne avec l'Italie, mais pas par les États-Unis. Donc, au moment de la conférence de paix, les États-Unis ont les mains libres par rapport aux engagements que les Alliés ont pris avant l'entrée de l'Italie en guerre. Donc, il y a cette situation très tendue en 1919, et à ce moment, la presse française parle encore beaucoup de l'attitude italienne. Elle parle beaucoup pendant le biennio rosso, 1919-1920, quand l'hypothèse révolutionnaire paraît proche de se réaliser en Italie. Quand les usines étaient occupées. Donc, ce moment de la révolution, du mouvement de protestation et peut-être révolutionnaire en Italie est suivi par la presse française. À ce moment-là, c'est vrai que c'est rarement en première page, mais il est souvent dans les autres pages d'un journal. Alors, un journal, on ne peut pas lire seulement la première page. Non, bien sûr. Bien sûr. Et il y a des articles en troisième, quatrième page qui racontent des épisodes assez, d'ailleurs, oubliés, des tensions qui se vérifient à ce moment en Italie. Et évidemment, la presse française,
Ben, la presse française aide Mussolini aussi dans sa version des événements des années 1919-1920. L'expédition de Fiume, par exemple, par D'Annunzio. Exactement ça. Il est difficile d'imaginer qu'un journaliste comme Albert Londres, qui est le symbole le prix Albert Londres, l'Oscar du journalisme. Le symbole de la presse libre. De la presse libre, de la presse rigoureuse. Enfin, les articles d'Albert Londres dans le quotidien pour lequel il travaille, qui est Excelsior, sur D'Annunzio, sont des articles qui, lus aujourd'hui, ils le flattent de la première à la dernière ligne. La brosse à reluire. Il y a presque annulation personnelle pour D'Annunzio, d'Albert Londres pour D'Annunzio. Ben, il faut dire quand même, à la décharge d'Albert Londres, que ce qu'avait fait D'Annunzio, avait essayé de faire D'Annunzio à Fiume, c'était quand même étonnant pour l'époque, parce que c'était très libéral, c'était très progressiste, le droit de vote aux femmes, le droit à l'avortement, le divorce, tout ça. La liberté sexuelle, la liberté religieuse, le refus du racisme. Oui, justement. Le problème est que le jugement qu'on donne de Fiume est filtré par les 20 ans du pouvoir fasciste, qui a présenté Fiume et D'Annunzio comme liés directement, sans solution de continuité, avec le développement fasciste de l'Italie, chose qui n'est pas vraie. Alors, donc, on en vient au début des années 20, au moment où, justement, l'Italie semble sur le bord, être au bord de la Révolution, aussi, où les incidents, les grèves, les occupations d'usines, la violence se multiplient. Et à ce moment-là, Mussolini, qui n'est pas encore vu comme un futur dictateur, n'est-ce pas, mais il continue, si j'ai bien lu votre livre, à jouir d'une certaine sympathie de pratiquement tout l'arc de la politique française et de la presse française, n'est-ce pas, parce qu'à ce moment-là, il apparaît comme finalement l'homme qui va rétablir la loi et l'ordre. Exactement. Et il y a deux raisons. Une est que Mussolini, la France a envie d'une Italie stable et anti-bolchevique. Donc, de ce point de vue-là, la grande presse française, évidemment pas les quotidiens de gauche, les populaires socialistes et l'humanité communiste, mais l'écrasante majorité de la presse française exprime de façon plus ou moins évidente une certaine sympathie, une compréhension. Il y a toutes les nuances de la compréhension et de la sympathie, mais il y a une attitude clairement favorable. Alors les raisons sont l'envie de voir une Italie stable et pas une Italie dans une situation chaotique, et qui plus est, de voir une Italie qui n'a pas de tentation bolchevique ou révolutionnaire qui pourrait être diffusée aussi en France. Et l'autre raison est, dans ce moment-là, le contexte européen voit le danger venir de l'Allemagne, surtout pour la France. La France a peur de l'Allemagne. Qui plus est, la France veut humilier l'Allemagne, garder son occupation sur certaines parties de l'Allemagne. Oui, la Sarre. Exactement. Encore après, aujourd'hui, je remettais de l'ordre dans mes journaux et j'ai trouvé un journal de 45 Français, un grand quotidien, qui disait: est-ce que la France va acheter la Sarre? Acheter, en 1945. Donc cette idée de prendre le contrôle de la Sarre n'est pas... Et donc cette envie de la France d'avoir l'Italie en tant qu'allié contre l'Allemagne. Et de toute façon, pour garder l'Allemagne sous le contrôle des pays
dont le Mussolini de ce moment est un Mussolini très anti-allemand. Mais d'ailleurs, dans les titres du Popolo d'Italia, pendant toute la Première Guerre mondiale, Mussolini faisait les titres, les Allemands ne les appelaient pas les Allemands, ils les appelaient les Boches, donc par le terme spréciatif utilisé par les Français. Oui, oui, il y a ces deux raisons ensemble, deux raisons qui sont trois. Une, Italie stable, deux, Italie anti-bolchevique, trois, Italie alliée pour la stabilité de l'Europe contre l'Allemagne et de la Méditerranée en compétition avec la Grande-Bretagne. Donc ce jeu de sœurs latines, cette expression sœur latine héritée de la Première Guerre mondiale, et héritée évidemment d'avant, mais est utilisée à ce moment pour avoir dans cette Italie stabilisée par Mussolini un allié fiable à la fois en Europe et dans la Méditerranée. Voilà, alors on en arrive finalement à la marche sur Rome, qui, je pense, d'ailleurs vous le suggérez dans le livre, est arrivé presque comme une surprise, parce qu'on ne pensait pas que le roi allait confier le gouvernement à Mussolini. D'ailleurs, beaucoup d'Italiens ne le pensaient pas non plus. Mais même à ce moment-là, comme cette marche sur Rome n'a pas donné lieu à des violences, elle a été finalement assez pacifique, donc disons les sentiments que la presse française pouvait nourrir à l'égard de Mussolini restaient quand même assez positifs, parce qu'il avait pris le pouvoir, certes, il était arrivé au pouvoir, mais d'une façon pacifique et presque démocratique, parce que ce n'était pas lui qui s'était mis à la place du roi, n'est-ce pas? C'est le roi qui lui avait confié... Bien sûr. Et ces heures de la nuit entre le 27 et le 28 octobre, ces moments extrêmement chaotiques. Par parenthèse, ça fait juste 100 ans. 100 ans. Le 28 octobre, marche sur Rome. Et là, mes problèmes viennent de là, parce que la maison d'édition m'a demandé, il y a 1 an et demi, d'écrire un livre sur les 100 ans de la marche sur Rome à faire paraître à l'occasion des 100 ans. Et moi, je dis oui, avec une certaine légèreté. Et quand je me suis trouvé à écrire le livre, j'ai traversé des nuits blanches et pas blanches pour aller m'amuser en ville, parce que j'ai dit, mais comment est-ce que j'écris ce livre? Et j'espère avoir trouvé la bonne solution en passant par les perceptions de l'opinion publique et donc l'analyse de la presse. Je disais, cette nuit, entre le 27 et le 28 octobre, et de tout ce qu'il y avait comme inquiétude à ce moment de la grande histoire italienne, parce que ça a été le grand tournant. Et il y a eu un journal français qui, dans l'une de ces éditions, ensuite ils ont corrigé dans l'édition, les grands quotidiens français faisaient 5 éditions par jour. Nous parlons de quotidiens, le Petit Parisien, il y a un quotidien qui vendait entre 1,5 million et 2 millions d'exemplaires par jour. Hein? Nous parlons de journaux qui étaient d'immenses usines, industries. C'était énorme. Hein? Et ils faisaient, je le répète, 5 éditions par jour, dans le cas du Petit Parisien. Alors, dans l'une de ces éditions, ils ont mis l'information fake news, écrite en bonne foi, parce qu'il y avait des dépêches d'agence qui évidemment disaient ça, et le roi a proclamé l'état d'urgence en Italie. Et ce n'était pas vrai, malheureusement. Donc, pour dire à quel point on suivait ce qui se passait en Italie à ce moment, presque dans une information continue, presque comme aujourd'hui les chaînes de télévision et de radio All News. Oui. C'était vraiment... Mais la chose la plus extraordinaire est ce qui se passe
après que Mussolini, le 28 octobre, a reçu, après il voyage en train de nuit de Milan à Rome, il arrive à Rome, il va au Quirinal et il reçoit le mandat de former le nouveau gouvernement. Et à ce moment, le journaliste français et d'ailleurs les envoyés du monde entier commencent une compétition terrible entre eux pour avoir le scoop de l'interview à Mussolini. C'est Albert Londres, non, qu'il a eu Non, Albert Londres n'était pas, mais c'est d'autres grands journalistes français. Et il y en a un qui arrive à prendre une chambre en payant un pourboire au maître d'hôtel, à avoir une chambre sur le même étage où résidait Mussolini à Rome, du même hôtel, et pratiquement la chambre à côté. Et donc, il fait attention quand Mussolini sort et rentre, et il essaie de lui parler, et une fois, il arrive à avoir 4 mots de Mussolini qu'il publie en première page comme grand scoop interview à Mussolini. Mussolini lui a dit pratiquement bonjour, ça va. Et alors, il se met d'accord, les envoyés spéciaux français des principaux quotidiens français, pour obtenir l'interview à Mussolini. Finalement, Mussolini dit oui. Il le reçoit à son hôtel à Via Veneto et tout simplement, le bruit court à Rome et il n'y a pas de 6 journalistes français, il y a des centaines de journalistes italiens et étrangers. Donc Mussolini se fâche et il ne parle à personne. Les journalistes français protestent. Mussolini est très francophile. Francophone et professeur de français, et francophile. Donc il est hypersensible à l'opinion publique française. Hypersensible. Et donc, il donne rendez-vous pour le soir suivant, et cette fois, le secret est bien gardé. Donc, il y a 7 rencontres entre Mussolini et 6 journalistes français, les grands noms du journalisme du moment, et dans un petit salon de l'hôtel. Et pendant toute cette conversation, Mussolini a entre ses mains une rose rouge. Et les journalistes français, dans tous leurs articles, toutes les 6, parlent de la rose rouge. Et Mussolini qui prend cette rose, et quand il se fâche, il fait la rose, c'est la rose à souffrir. Et quand Mussolini est content, il caresse la rose rouge. Donc il y a cette situation presque kafkienne. La rose rouge, symbole de la gauche, symbole d'une gauche qui surréaliste. Totalement surréaliste. Et ces témoignages des journalistes français sont assez... Et toutes les fois que Mussolini rencontre un journaliste français, à cette époque, c'est lui qui a posé la première. On voit immédiatement que le meilleur journaliste est Mussolini. On le voit dans la façon où il gère la relation avec l'autre. L'autre est timide. Et Mussolini, c'est lui qui a posé la première question. Et la première question est toujours la même. Qu'est-ce qu'on dit de moi à Paris? C'est ça, oui. Alors justement, qu'est-ce qu'on dit de lui à Paris? Il y a cette complaisance, cette sympathie qui dure pendant quand même quelques années, au tout début des premières années du gouvernement de Mussolini, mais à l'improviste, tout d'un coup, il se passe un accident, c'est-à-dire l'assassinat du député socialiste Matteotti, et là, le vent commence un peu à tourner. Il n'y a plus cette sorte d'unanimité de la presse française pour Mussolini, n'est-ce pas? Exactement. Juin 24 est un tournant, le premier tournant de la relation franco-italienne et le premier tournant de l'attitude de la presse française vis-à-vis de Mussolini. En réalité, malgré ça, l'attitude demeure favorable, voire très favorable. Mais on voit que quelque chose a changé. Aussi parce que cette période
début d'été 1924 à Paris est une période de grosses manifestations anti-Mussolini, anti-régime italien, dont il y a à la mutualité un grand rassemblement, il y a des protestations dans les rues, devant le bureau de représentation italienne. La gauche n'est pas unie. Les communistes sont d'un côté, les socialistes de l'autre. La gauche française a vraiment des difficultés à se rassembler, même devant un événement comme l'assassinat de Matteotti. On ne sait pas encore formellement que Matteotti a été assassiné, mais il est évident qu'il faut seulement trouver le corps, et le corps sera trouvé au mois d'août. Mais malgré tout, la protestation est énorme, et là, je trouvais particulièrement intéressant d'aller chercher au milieu dans le volume de documents diplomatiques italiens et de voir les messages qui étaient échangés entre l'ambassade italienne à Paris et le ministère des Affaires étrangères. Mussolini était à la fois président du Conseil, ministre de l'Intérieur et ministre des Affaires étrangères. Donc il écrivait à l'ambassadeur italien à Paris, Avezzana, en tant que ministre des Affaires étrangères. Et donc là, il y avait des réponses, des contacts cryptés évidemment, mais qui montraient la forte inquiétude de Mussolini pour les réactions en France, et il suggérait à l'ambassadeur de tout faire pour conditionner les personnalités politiques françaises pour qu'elles soient moins dures vis-à-vis de ce moment très délicat de la vie de son gouvernement. Et derrière certains mots conditionnés, blabla, on voit toute forme de pression qui était envisagée pour avoir une attitude plus souple de la part de la France. Malgré ça, la presse française, quand Mussolini fait son discours de janvier 1925, qui est le vrai tournant vers le totalitarisme, j'utilise ce mot totalitarisme parce que Mussolini aussi l'utilise d'ailleurs. Quand il fait ce discours de janvier 25, la grande partie des journaux français est encore favorable à Mussolini. Elle le restera. Il y a des reportages que je citais volontiers parce qu'ils sont très significatifs du grand hebdomadaire L'Illustration de 1928 qui sont hyper favorables à Mussolini. Le petit enfant du peuple de Romagne. Donc, vraiment Mussolini, enfant du peuple, qui arrive au pouvoir et qui change l'Italie. Et je crois que le vrai tournant sera en 1935, évidemment, oui, avec l'Éthiopie. Bien sûr. Mais, la guerre d'Espagne aussi, un peu. Dans 1936. Oui. 35-36, c'est le vrai tournant. Mais jusqu'à là, il y a, je crois, encore en France, une attitude favorable qui, pendant les années 20, encore une attitude très favorable. Et d'ailleurs, il y aura encore une relation franco-italienne intense au moment de la prise de pouvoir de Hitler en 1933. Ensuite, les choses commencent à changer avec les premières rencontres Hitler-Mussolini, les premiers des 17 rencontres Hitler-Mussolini, et ça commence à changer. Voilà, donc on est dans les années 30 quand même. On est entre 34, 35, 36, le tournant. Mais jusque-là, la presse française est manifestement favorable, sauf la presse de gauche évidemment, au pouvoir de Benito Mussolini. Je voudrais terminer cet entretien qui était passionnant, par un retour à l'actualité, un retour au temps présent.
Et vous demandez, c'est une question un peu indiscrète et peut-être un peu difficile, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre l'attitude de la presse française envers Mussolini et l'attitude de la presse française envers ce qui se passe en ce moment en Italie, où il y a eu quand même la victoire électorale d'une personne et de George bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et l'attitude de la presse française est superficielle dans les deux cas et dans un sens, à mon avis, opposé. Dans le sens que la superficialité d'il y a un siècle a amené la plupart de la presse française à se mettre aux genoux. J'exagère un peu, mais enfin, ceux qui nous écoutent feront comprendront que j'exagère, mais quand même à avoir une attitude très favorable à l'Italie mussolinienne naissante, sauf comprendre plusieurs années plus tard que les choses étaient bien plus compliquées. La réaction de beaucoup de journaux français, mais le grand titre du Canard enchaîné, la douche, mais douche froide, est écrit douce froide en Italie. Donc, comme si c'était presque un retour du fascisme, plusieurs personnes m'ont demandé, mais alors, Albert, il y a vraiment le danger du fascisme en Italie demain? Même si l'Italie d'aujourd'hui a une constitution, a des institutions démocratiques, ce n'est pas l'Italie de 1922, quand la volonté d'un roi suffisait en 1915 à amener l'Italie en guerre et en 1922 à refuser la demande du président du Conseil pour que l'état d'urgence soit proclamé contre la marche des chemises noires. Donc, l'Italie d'aujourd'hui a certainement ses défauts, mais elle a des vraies institutions démocratiques. Elle a une vraie constitution. Elle a une vraie magistrature. Et ce n'est pas un pays en plastique qui risque de tomber d'un jour à l'autre. Donc je crois que dans le tout premier jour, après la victoire de Giorgia Meloni, il y a eu une attitude. D'ailleurs, la première ministre Elisabeth Borne a dit « Nous, on va vigiler sur la démocratie italienne », comme si on avait besoin sans dire des choses absolument pour le futur gouvernement, favorable au futur gouvernement italien. Mais il est évident que l'Italie d'aujourd'hui n'est pas l'Italie de 22. Et donc, cette phrase de Mme Borne, qui a été tout de suite corrigée par Macron, qui s'est rendu compte de la gaffe. Il faut respecter. On peut ne pas aimer, et personnellement je ne l'aime pas, les résultats des élections. Mais le suffrage, la démocratie est la démocratie quand on gagne et quand on perd. C'est la démocratie seulement quand on gagne, mais est-ce qu'on est devenu fou furieux? Donc, les premiers jours, il y a eu de la part de la presse française une attitude, on est au bord du fascisme, et ça a changé ensuite. Nous allons conclure cet entretien avec une note d'optimisme, optimisme relatif, bien sûr, comme vous venez de le dire. Il y a quand même, l'Italie d'aujourd'hui n'est pas l'Italie de 1922, et il y a une constitution, il y a tout ce qu'il faut pour garantir une certaine stabilité démocratique. Voilà. Il me reste à vous remercier, Alberto, pour cet entretien, à vous souhaiter un grand succès pour ce livre. Je me contenterai d'un petit succès. Bon. Et surtout la traduction en langue italienne. Ça j'espère.